C'est Bonjour, mon nom est Yves Tremblay. Je vous parle de l'Université Laval dans la ville de Québec. Bienvenue à nos visioconférences soutenues par le GRISOF, le groupe de réflexion internationale sur la science ouverte francophone, la SPLF, la Société de pneumologie de langue française et son bras EFP, l'espace de pneumologie francophone, et la FIFOG, qui est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement honorés d'avoir Madame Hélène Salvador, qui est pneumologue, donc médecin, mais qui est aussi PhD, donc doctorat, qui est pneumologue donc, à l'hôpital Foch à Suresnes et qui, dans le cadre d'un travail, je ne veux pas dire parallèle, mais parallèle à ses fonctions dans le cadre d'une formation en formation, elle s'est intéressée aux questions de sexe et genre dans l'enseignement médical et elle l'a fait à travers les examens. Et donc, aujourd'hui, je suis extrêmement content de l'avoir avec nous pour nous parler de biais de genre dans l'enseignement médical. Et pour bien en parler, je pense qu'il faut, un, en prendre conscience, deux, les comprendre, trois, les combattre. Donc, à vous la parole, Dr. Salvatore. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ces visioconférences de me donner l'opportunité de présenter ce travail et puis de développer autour de ce sujet. Comme vous l'avez dit, je suis pneumologue. Je travaille à l'hôpital Foch qui est situé à Suresnes en France et je me suis intéressée au sujet au cours de la réalisation d'un DU de pédagogie médicale. Donc, je suis probablement pas la plus grande spécialiste du sujet, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'essaye de développer et que je vais avoir plaisir à partager avec vous. Alors, pour présenter le plan de cette présentation, je commencerai par asseoir certaines définitions et vous proposer quelques repères qu'on pourrait qualifier de féministes. Ensuite, on parlera de des conséquences que peuvent avoir les biais de genre en santé. Et puis, dans une deuxième partie, on s'intéressera plus particulièrement aux questions de genre en pédagogie et notamment en pédagogie médicale. On verra les enjeux que cela aborde. On regardera quelques résultats des études sur les gender awareness. Et enfin, je vous présenterai, nous, l'étude que l'on a menée avec ma collègue Florence Génie sur l'étude des stéréotypes de genre dans l'enseignement médical en France par l'analyse des sujets d'examen de fin de deuxième cycle. Alors, tout d'abord, quelques définitions, parce qu'il faut savoir de quoi on parle et ça peut paraître assez flou. Alors, le sexe, il est déterminé par les caractéristiques biologiques qui distinguent les individus mâles et femelles. Ça, c'est assez clair. Ces caractéristiques, elles peuvent être génétiques, chromosome X versus chromosome Y, anatomiques, les organes génitaux externes, hormonales ou fonctionnelles, fonction de reproduction. Et le sexe n'est pas synonyme de genre, puisque le genre, lui, est déterminé par des données non biologiques. Ces données non biologiques qui distinguent les individus, et selon la définition donnée par l'OMS, c'est une construction sociale des rôles, des comportements, des activités et des attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. Pour illustrer, par exemple, cette différence entre le sexe et genre, j'ai pris ces deux photos lors d'un voyage où j'ai dû prendre l'avion pour aller au Portugal. Et vous verrez donc ces deux photos de toilettes qui représentent donc d'un côté les toilettes pour les femmes, de l'autre les toilettes pour les hommes, mais dans deux pays différents. Le premier en bleu au Portugal, le deuxième en France. Et alors on voit qu'au Portugal, eh bien, les femmes, elles sont représentées par des attributs qu'on dirait sexuels, par des attributs physiques, alors qu'en France, les femmes, elles restent représentées par des attributs qu'on pourrait dire sociaux, la façon dont elles s'habillent, le fait qu'elles aient une robe, une jupe. J'ai trouvé ces illustrations assez représentatives.
Et maintenant, je vous disais que ça peut paraître flou, parce qu'en effet, sexe, genre, bon, la relation entre les deux, elle peut être très floue. En tous les cas, l'un n'est pas égal à l'autre, clairement, et notamment depuis la révolution de ces dernières années, la libération et l'apparition de genres multiples avec des patients, des sujets qui se disent transsexuels, transgenres, mais on a encore plein d'autres genres différents, on en discutait tout à l'heure, non-binaires ou autres. Et donc, cela montre bien que le sexe n'implique pas systématiquement un genre donné. Autres définitions qui sont cette fois un peu plus péjoratives, qui sont stéréotypes de genre et les biais de genre. Les stéréotypes de genre, ce sont les croyances ou les représentations simplificatrices partagées par un groupe de personnes concernant les caractéristiques reconnues pour être typiques d'une femme ou d'un homme. Les biais de genre découlent de ces stéréotypes de genre et les biais sont des raccourcis implicites. C'est voilà, une touche, c'est la touche raccourcie sur notre clavier, des raccourcis implicites inconscients qui associent de facto une fonction, un état, une représentation à un genre donné. Bon, le plus classique, c'est l'ingénieur, le médecin est un homme. Ça paraît encore malheureusement évident à certaines personnes. Et pour illustrer ces biais de genre, il y en a un qui me vient à l'esprit parce qu'il arrive très souvent en consultation, il m'arrive à moi très souvent en consultation, c'est le patient qui me dit « Bonjour madame, docteur ». En effet, le patient, de façon évidente, il est amené à m'appeler madame, ce qui me va bien, puisque en effet, ça me correspond. Mais tout à coup, il se dit, j'ai fait une erreur, ce n'est pas une dame, c'est un docteur. Et ça montre bien voilà, ces biais de genre qui restent ancrés en nous. Et donc, les deux me vont, hein, c'est ce que je réponds à chaque fois, c'est je suis les deux, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que les stéréotypes de genre, on l'a vu, amènent aux biais de genre, et c'est un problème parce que ces biais de genre sont susceptibles d'emmener à la discrimination. Donc, si moi, ça ne me dérange pas qu'on m'appelle madame au lieu de docteur ou l'inverse, eh bien, dans certaines situations, ça peut poser problème. Et on verra en quoi ça peut poser problème, notamment en santé. Cette construction sociale du genre, elle ne peut pas être mieux représentée que par cette phrase qu'a écrit Simone de Beauvoir dans son ouvrage Le deuxième sexe, pardon. On ne naît pas femme, on le devient. Une phrase qui est un pendant à la déclaration d'Erasme, on ne naît pas homme, on le devient. Et ça montre bien que la construction du genre féminin est une construction qui, en grande majorité, est purement sociétale. Alors ici, je vous ai mis une frise avec quelques dates qui symbolisent des moments importants dans le féminisme. Alors, je m'excuse par avance parce que ces dates, elles sont restreintes à l'histoire de France, hein, c'est ce qui m'est le plus familier. Et puis, elles ne sont absolument pas exhaustives. C'est des moments que j'ai sélectionnés de façon complètement personnelle, qui peuvent être tout à fait discutés, évidemment. Mais ça illustre voilà, ce cheminement sur les questions de genre et sur le féminisme de façon un peu plus large, même si il y a de grandes nuances entre les deux, hein, entre ces deux notions, évidemment. Et ça illustre que c'est finalement des questions qui sont construites principalement au cours du dernier siècle et qui s'accélèrent, hein, évidemment, dans les 20 dernières années. On peut dire que ça a commencé en 1791 avec Olympe de Gouges qui, juste après la Révolution, se sent obligé, sent nécessaire d'écrire, comme pendant la Déclaration des droits de l'homme, une déclaration des droits de la femme et des citoyennes. Bien mal lui en a pris parce que, entre autres, pour ces raisons-là, mais également d'autres, elle a fini sur l'échafaud. Un peu plus tard, donc le rôle sexué, la première fois que l'on entend parler de rôle sexué,
On peut dire que c'est par l'anthropologue Margaret Mead en 1935. Et ça lance un petit peu la réflexion intellectuelle sur ce sujet, qui s'intrique avec des évolutions politiques. On voit qu'en 1944, on obtient en France le droit de vote pour les femmes. Je remis ici la sortie de l'ouvrage de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, en 1949. Mais c'est surtout dans la deuxième partie du siècle, à partir, on va dire, des années 70, que le mouvement féminisme explose en France, avec plusieurs associations, plusieurs groupes comme MLF, Chaîne de Garde, qui mènent quand même à une loi très importante en France, qui est la loi sur l'avortement, la légalisation de l'avortement en 1974, la loi Simone Veil. Un peu plus récemment, on notera en 2002 la création du congé paternité, donc quand même finalement assez récente. Personnellement, je pensais qu'il était beaucoup plus ancien que ça, et j'ai découvert qu'il n'était pas si vieux que ça, ce congé paternité. Et puis, encore plus récemment, donc, les questions de réflexion sur l'écriture inclusive et la féminisation des mots, notamment des noms de métiers. Puisque c'est qu'en 2019 que l'Académie française se prononce pour la première fois, définitivement en tous les cas, pour la féminisation générale des noms de métiers. Et donc, on voit apparaître ce sigle qu'on ne connaissait pas auparavant, docteur avec un E, qui, je dois le dire, est très peu utilisé en France, mais j'ai l'impression beaucoup plus au Québec. Et puis enfin, évidemment, les choses s'accélèrent là sur les dernières années, notamment depuis 2017, et les mouvements sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas forcément directement en relation avec le sujet, mais qui participent à la généralisation du sujet, les mouvements Balance ton porc ou plus connu encore le mouvement MeToo. Donc ça, c'est simplement quelques dates pour remettre en perspective le sujet. Mais si on s'intéresse un peu plus précisément aux stéréotypes, donc outre le féminisme, aux stéréotypes et aux biais de genre en santé, est-ce que c'est un problème ? Oui, ça l'est, et on va voir qu'on a plusieurs exemples pour illustrer cela. Ça l'est, et ça a même un nom, ce qu'on appelle the Yentl syndrome, un nom qui a été pour la première fois donc, donné en 1991 par une cardiologue américaine, Bernadine Healey, du NIH. Et elle a donné un nom elle a mis un nom sur ces inégalités de traitement en santé entre les femmes et les hommes, après avoir constaté une différence de prise en charge des femmes qui présentaient un syndrome coronarien aigu versus les hommes. Et elle a utilisé ce nom, Yentl, en référence à une nouvelle d'Isaac Bashevis Singer, qui a été popularisé en 1986 par ce film mis à l'écran avec Barbara Streisand dans le rôle titre, et qui décrit l'histoire d'une jeune fille juive dans l'Europe de l'Est en 1904, qui, afin de pouvoir intégrer une école talmudique, a besoin de se déguiser en garçon. Alors, c'est vrai que les cardiologues ont été vraiment parmi les premiers à décrire à mettre en évidence cette différence de traitement entre les hommes et les femmes en santé, et à mettre en évidence on dirait des inégalités de prise en charge. Ils en ont même abouti à la création d'une fondation, The Women's Cardiovascular Healthcare Foundation, qui participe à la mise en lumière de ces inégalités. Alors pourtant, c'est une question de santé importante chez les femmes. 75 000 femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire par an en France. C'est la première cause de décès chez les femmes. Et une femme sur 3 qui présente un SCA va malheureusement décéder. Mais il est vrai qu'il y a certaines spécificités de présentation de ces maladies cardiovasculaires en fonction des genres. Et c'est illustré par exemple sur ce prospectus qui dit détecter les signes, mais qui sont différents chez les hommes, des signes plus courants chez les hommes, des signes plus courants ou des symptômes supplémentaires qui peuvent survenir chez la femme. Alors on sait que les maladies cardiovasculaires surviennent plus tardivement chez les femmes que chez les hommes, en moyenne 10 ans plus tard, parce que les femmes, on pense, sont protégées par les hormones féminines pendant un plus longtemps.
Il semble qu'elle présente des symptômes atypiques ou des symptômes qui, en tous les cas, ne sont pas enseignés de façon typique dans notre enseignement. Par exemple, elles ont plus des étourdissements, des nausées, des sensations de brûlure, plutôt que cette douleur rétrosternale constrictive. Et puis, lorsqu'elle présente un SCA, il s'agit plus souvent d'angor instable ou voire même de syndrome X, c'est-à-dire de SCA avec coronaire normal, que de vrais SCA avec un infarctus du muscle cardiaque. Et pourtant, il y a vraiment des inégalités de prise en charge. Et, il y a plusieurs études qui le démontrent, et j'ai juste choisi cette étude pour l'illustrer, qui est une étude de cohorte suédoise, Swedert, une étude de cohorte donc, sur une durée de 10 ans, de 2003 à 2013, qui relevait, donc, comparait les prises en charge des femmes pour STEMI, donc on va dire syndrome coronarien aigu avec élévation du segment, donc infarctus myocarde versus syndrome coronarien sans infarctus du myocarde. Il montrait bien qu'il y avait un excès de mortalité chez les femmes versus les hommes. Que cela a été mis en balance en relation avec moins de procédures de revascularisation, enfin, un traitement moins agressif chez les femmes, donc moins de revascularisation, moins d'introduction de traitements pharmacologiques chez les femmes. Et ils ont bien fait attention de stratifier pour l'âge ou les comorbidités. Et ils montraient que cette différence, cette inégalité n'était pas expliquée par une différence sur l'âge ou les comorbidités des patientes. Par contre, cette surmortalité, elle disparaissait s'ils ajustaient sur les traitements qui suivaient des recommandations officielles. Donc, le message était vraiment de dire que probablement chez les femmes, on est moins interventionniste et que si on suivait plus les recommandations officielles des sociétés savantes, cette inégalité et cette surmortalité pourraient être en partie au moins évitées. Et donc, je citais une cardiologue américaine auparavant. On peut citer également le professeur Claire Mounier-Veillé, qui travaille beaucoup sur justement la reconnaissance de ces spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes en France. Et il faut dire que les cardiologues sont assez à la pointe sur ce sujet. En tous les cas, sont beaucoup plus à la pointe que les pneumologues. À l'inverse, ici, on a l'exemple opposé, qui est la prise en charge et le traitement de l'ostéoporose. L'ostéoporose, un nom de genre féminin, et reste ancré dans notre esprit comme une maladie de la femme. Et c'est vrai que les femmes présentent plus d'ostéoporose que les hommes, 40% des femmes versus 20% des hommes de plus de 50 ans. Mais pourtant, ce n'est pas pour autant que la gravité de la maladie doit être sous-estimée chez les hommes et qu'il ne faut pas y penser parce que justement, ne pas y penser, c'est s'exposer à plus de complications. Et il faut retenir que quand même 1/3 des fractures de la hanche chez l'homme sont liées à l'ostéoporose, que le risque de deuxième fracture est identique chez la femme et chez l'homme après une première fracture ostéoporotique. Et donc, avoir négligé le diagnostic, ça va impacter sur le diagnostic des événements futurs. Et alors que c'est moins fréquent chez l'homme. Par contre, la morbidité et la mortalité est plus importante chez l'homme, avec une mortalité après fracture de hanche qui est multipliée par 2 par rapport aux femmes. Et on sait que la déminéralisation, un taux de minéralisation osseuse bas et des antécédents de fracture ostéoporotique sont des indicateurs de mortalité qui sont plus importants chez l'homme que chez la femme. Ce qui est important également, donc on a vu comment dans certains cas, dans certaines situations cliniques, ces biais de genre peuvent avoir un impact néfaste sur la prise en charge des patients. Ce qui pose problème également, c'est la représentativité et la sous-représentativité du sexe, du genre féminin dans la recherche en santé. En effet, que ce soit dans les études précliniques ou les études cliniques.
Dans les études précliniques, tout d'abord, jusqu'à récemment, hein, les animaux femelles étaient systématiquement écartés des protocoles expérimentaux, notamment sur les médicaments. Et même dans les études cliniques, l'obligation d'inclure des sujets des deux sexes dans les études cliniques, elle n'est valable que depuis 15 ans en Europe. Donc, on peut dire que c'est assez récent. Et cette sous-représentativité, ces inégalités, elles ont même mené à certaines aberrations de recherche clinique, hein, comme cette étude qui a été menée par la Rockefeller University dans les années 80, qui se proposait d'étudier les conséquences de l'obésité sur les cancers de l'utérus et du sein dans une cohorte d'hommes. Alors, l'inéquité dans la recherche médicale, elle existe depuis longtemps, on en prend conscience et on essaye de redresser la barre. Cela s'améliore, la représentation des femmes dans la recherche s'améliore, mais pas dans toutes les pathologies. Donc, vous voyez qu'elle est passée de 35% à 58% en 2018, mais quand même, hein, dans certaines pathologies, on retrouve des inégalités criantes, comme par exemple ici, là, dans cet article, ils avaient relevé les études cliniques sur le VIH. Donc, 53% des sujets atteints de VIH sont des femmes, et pourtant, dans les études cliniques sur les médicaments anti-VIH, eh bien, elles ne représentent que 19,2%, et même encore moins, 11,1% sur les nouveaux traitements. Donc, ces inégalités, cette sous-représentativité, je vous ai dit, on le sait tous, on en prend conscience et on en a pris conscience plus ou moins précocement en fonction des pays et on essaye de redresser la barre. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place et il faut dire que nous, en France, on est quand même plutôt à la traîne. Et que les premières initiatives, elles viennent des États-Unis, hein, elles datent des années 90. On voit qu'au NIH, au National Institute of Health, ils se sont dotés d'un bureau spécifique sur ces questions, the Office of Research on Women's Health. Et je dois dire qu'au Canada également, ils ont été très précurseurs en la matière, avec, dès le début des années 2000, la création de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, qui est un institut qui travaille en relation étroite avec les autorités politiques du pays et qui vise à coordonner et à promouvoir la recherche explorant l'influence du sexe et du genre sur la santé. Donc, ils ont un site internet qui est très développé. C'est un institut qui propose, par exemple, des modules de formation en ligne, qui propose ici, je vous ai mis tout un panel de fiches d'information, de notes pratiques pour essayer d'améliorer nos pratiques en recherche. C'est aussi une ressource de publication scientifique. Ils travaillent en partenariat avec les politiques de santé et ils offrent des subventions pour la recherche sur ce sujet. Sur le plan international, l'OMS se saisit vraiment du sujet à partir de 2002, où elle propose une approche politique sur les questions d'équité entre sexe et genre. Et là, on retiendra les dates en 2008, où ils développent une stratégie pour l'intégration, l'analyse des spécificités de chaque sexe et une démarche soucieuse d'équité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est les termes de l'OMS. Et puis, ceci est intégré dans le plan entre 2016-2030 de stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. On doit également dire que la Suisse, pays européen qui est assez précurseur sur ces sujets, c'est aussi intéressé à ces questions assez tôt, avec la mise en place d'un institut, d'un network, the Gender Health Network, qui coordonne la recherche sur le genre. Et nous, on arrive bien après, 2012-2013 en France, avec la création d'un groupe de travail INSERM sur genre et recherche en santé, et puis sur la création en 2012 de l'Institut du genre, à l'initiative de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, qui est un groupement d'intérêt scientifique qui coordonne les recherches françaises sur le genre et les sexualités. Un groupement qui est pluridisciplinaire, très sciences humaines,
et qui propose des séminaires, des formulaires d'éducation et également un soutien à la fois logistique et financier à la recherche sur les questions de genre. Alors après cette introduction un peu longue généraliste, on va s'intéresser maintenant aux questions de genre spécifiquement dans l'enseignement. Et je propose de distinguer deux problématiques. La première étant la pédagogie selon le genre, qui représente en fait la façon dont notre stratégie pédagogique va s'adapter, consciemment ou non, au genre de l'élève, au genre du receveur. En traduction, enseigne-t-on de la même façon à une fille qu'à un garçon? Probablement que non, même si on n'en a pas forcément conscience et ça demande un travail de notre part pour en prendre conscience, mais il est probable que non. Et puis l'exemple le plus simple, c'est les représentations qu'on continue d'avoir, de se dire que les filles ont plutôt un attrait pour les spécialités littéraires, alors que le garçon fera mathématiques, physique. Voilà, ça reste encore ancré, même si c'est vrai qu'on en a de plus en plus conscience. La deuxième problématique, c'est ce que j'appelle le genre de la pédagogie, qui est le problème de l'introduction de stéréotypes de genre dans nos outils pédagogiques, l'infiltration au sein de manuels scolaires, d'illustrations, de références, ou même de notre verbatim, qui risque de biaiser le message de l'enseignant et d'induire des biais chez nos élèves. Voilà. Alors, juste pour illustrer la première problématique, la pédagogie selon le genre, enseigne-t-on de la même façon à un garçon qu'à une fille? Donc, je vous ai dit probablement non. Et puis, la première réponse à ça, c'est finalement, qui enseigne à qui? Et là, en tous les cas, en France, je ne sais pas très bien comment c'est dans vos pays respectifs, mais en France, ça reste des garçons qui enseignent à des filles. On voit bien, donc là, dans ces statistiques récentes, en 2019, 70% des élèves en médecine, 70% des inscrits en première année de médecine sont des filles. Et pourtant, parmi le corps enseignant, on va retenir ici les PUPH, les praticiens hospitaliers universitaires, il n'y a que 33% ou même 20% de personnel féminin. Donc, ça reste une grande majorité de professeurs masculins qui enseignent à des étudiants féminins et forcément, ça joue dans la façon dont l'enseignement s'adapte, dont on s'adapte au genre de nos élèves. Mais si l'on reste sur la deuxième problématique, je reviens, qui est le genre de la pédagogie, c'est-à-dire comment des stéréotypes de genre infiltrent notre message pédagogique au risque de biaiser le raisonnement de nos étudiants, et ce qui peut poser un gros problème, donc, comme vous le comprendrez, dans l'enseignement de la médecine. Alors, l'infiltration des stéréotypes de genre dans l'enseignement, il a été abordé par d'autres via l'analyse des manuels scolaires et de façon assez exhaustive, comment des illustrations ou des exemples que l'on utilise dans les manuels scolaires peuvent véhiculer certains stéréotypes de genre. Donc là, je vous propose simplement cet exemple qui est, par exemple, de discuter cette illustration, qui est une illustration, une publicité qui illustre la période des 30 Glorieuses en France, une période de prospérité économique, d'industrialisation, où apparaissent tout un cortège d'appareils électroménagers. Donc ici, la marque Moulinex, c'est une marque assez emblématique de cette période. Et il y avait pléthore de ces illustrations où un homme qui rentre du travail avec costume cravate offre à sa femme un nouvel appareil électroménager Moulinex, une femme qui attend à la maison et qui lui a préparé un repas. Et donc, on ne peut pas s'abstraire du contexte historique. C'est une illustration qui, en elle-même, représente une certaine période et c'est quelque chose d'objectif.
mais la façon dont on le présente et la façon dont on demande aux étudiants de le commenter peut poser question. Par exemple, ici, vous avez ces deux questions issues de deux manuels scolaires différents. Dans le premier manuel, on demande à l'élève quels sont les produits vantés par cette publicité. Donc, vraiment, aucun recul par rapport à la publicité, alors que dans la deuxième, il y a une nuance. On demande quelle image des relations hommes-femmes cette publicité montre-t-elle. Et ça montre bien qu'on peut finalement discuter de documents historiques tout en apportant une nuance qui est, elle, apportée ancrée dans notre temps à nous. Et la façon dont on présente ces documents, la façon dont on va aborder le sujet avec l'élève est aussi importante que le sujet lui-même. Alors, en ce qui concerne l'enseignement de la médecine, en quoi cela est important? Eh bien, en fait, le fait d'avoir une distorsion face au genre, et cette distorsion face au genre, elle peut être de deux types. Soit un aveuglement face au genre, c'est-à-dire penser qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a, soit des stéréotypes face au genre, penser qu'il y a des différences alors qu'il n'y en a pas. Eh bien, le fait d'avoir des distorsions face au genre peut engendrer un retard de diagnostic, c'est-à-dire on ne reconnaît pas les symptômes spécifiques du SCA chez la femme, eh bien, on ne pensera pas au SCA, peut engendrer des erreurs de diagnostic et des erreurs de traitement qui peuvent être néfastes pour le pronostic du patient et aboutir donc à des inégalités de prise en charge et des pertes de chance pour le patient. Et donc, à quel moment, nous, notre enseignement peut être important pour redresser la barre? Eh bien, notre enseignement, il est fondamental tout au long de ce processus, car c'est nous qui allons façonner les automatismes chez nos élèves. C'est notre enseignement qui va le créer. Et donc, il faut se poser les questions de façon inévitable. Et en premier lieu, donc, questionner nos pratiques, sensibiliser au biais de genre le personnel enseignant, mais également les élèves, et participer donc au changement de la culture médicale, intégrant donc ces questions de genre. Donc on est plutôt, je vous ai dit, en France, on est quand même plutôt à la traîne sur ces questions, et d'autres pays sont bien plus avancés. Alors je prendrai simplement l'exemple de la Suisse, parce que j'ai vu pas mal de publications d'équipes suisses sur le sujet, avec deux exemples, l'Université de Fribourg et l'Université de Lausanne, qui ont mis en place des protocoles pour aller vers un enseignement plus sensible au genre. Par exemple, dans l'Université de Fribourg, ils ont développé un projet qui s'appelle le projet e-Equal, enseignement genre-qualité, qui propose des outils de sensibilisation aux enseignants pour que ceux-ci prennent en compte la dimension de genre dans leur enseignement. Ce sont des outils d'auto-évaluation pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils véhiculent eux-mêmes. Et en rendre compte est la première étape pour le changement. Dans l'Université de Lausanne, et là, je dois dire que tout ça est coordonné par le docteur Carole Claire, qui est très impliqué sur le sujet. Donc, dans l'Université de Lausanne, il y a eu la création d'une commission médecine et genre au sein de l'université, qui a permis notamment de proposer un enseignement spécifique pendant les études de médecine sur ces questions de médecine et genre. C'est un enseignement qui comprend à la fois un module obligatoire et un module optionnel. Donc, il y a des heures dédiées à l'impact du genre en médecine qui sont dans l'enseignement obligatoire des étudiants. Et il propose également des travaux de thèse ou de master sur le sujet. Toutes ces équipes ont commencé déjà par questionner le niveau de sensibilité, notamment de leurs étudiants au sein de leurs universités. Et donc, quand on fait la littérature sur le sujet, on retrouve plusieurs publications sur ces Gender Awareness Studies, c'est-à-dire des études qui analysent le niveau de sensibilité d'une cohorte de sujets aux questions de genre. Pour ça, il existe en fait un questionnaire qui s'appelle le questionnaire NGAMS,
pour Nijmegen Gender Awareness in Medicine Scale, qui a été élaboré par le professeur Verdonk, néerlandais, et qui est assez utilisé pour étudier ces questions-là. C'est un questionnaire qui comporte trois sous-catégories. Donc, ce questionnaire va évaluer les questions de sensibilité au genre, gender sensitivity, mais également les questions de stéréotypes de genre envers les patients ou les stéréotypes de genre envers les docteurs. Donc, on a les GS, les GRIP et les GRID. Je vous ai mis juste ici, par exemple, un exemple de quelques questions, et puis le répondant doit coter entre 0 et 5 pour chacune des questions. Par exemple, la connaissance des différences de genre homme-femme en bonne santé et en situation de maladie améliore pour les médecins la qualité de prise en charge. Alors, l'étudiant doit dire s'il pense que c'est oui, tout à fait, ou pas du tout, et grader sa réponse entre 0 et 5. Donc, plusieurs études sont basées sur ce questionnaire qui est proposé aux étudiants des universités pour connaître leur niveau de sensibilité au genre. Alors ici, c'est un article dans une université suisse, et il montre que les étudiants garçons semblent avoir beaucoup plus de stéréotypes de genre vis-à-vis des patients que les étudiants filles, par exemple, et qu'au cours du cursus médical, ces stéréotypes de genre semblent diminuer. Donc, plus ils acquièrent de connaissances, plus ils sont sensibles et moins ils véhiculent de stéréotypes de genre. Et donc, ce type d'étude est décliné dans différentes universités, dans différents pays. Et donc, je vous ai mis ici les exemples que j'avais trouvés en Hollande. Donc, c'est les premiers qui ont développé ce type d'études, 2006-2007, en Suède, en Suisse et en Italie. Et donc ici, vous avez le gender sensitivity, GS. Ici, c'est les stéréotypes de genre vis-à-vis des patients. Ici, les stéréotypes de genre vis-à-vis des docteurs. Alors, ce qu'on peut, sans regarder ces chiffres qui paraissent abscons comme ça dans le détail, ce qu'on peut noter, c'est déjà que les hommes, quand on les compare aux femmes, ils ont toujours des chiffres un petit peu plus élevés que les femmes dans les stéréotypes. Donc, ils ont l'air quand même de véhiculer un peu plus de stéréotypes, que ce soit vis-à-vis des patients ou des docteurs. Et puis, la Suède fait office de bon élève sur le sujet avec vis-à-vis, là, ici, des patients, quand même, le moins de stéréotypes véhiculés en Suède. Voilà, donc je vais passer maintenant à la présentation de notre travail à nous sur ce sujet. On a voulu analyser les stéréotypes de genre dans l'enseignement médical en France. Et on ne s'est pas basé sur des questionnaires comme je viens de vous le présenter, mais on a essayé de l'aborder par une approche un peu originale qui va être l'analyse des sujets d'examen de fin de deuxième cycle en France. Donc, ce travail, je l'ai mené avec ma collègue, le docteur Florence Génie, qui est également pneumologue, qui exerce à l'hôpital Avicenne en région parisienne. Alors, l'objectif, c'était d'identifier donc les stéréotypes de genre dans notre enseignement et d'étudier l'évolution de ces stéréotypes sur les 30 dernières années. Et pour cela, donc, on s'est restreint à l'analyse des sujets d'examen nationaux de fin de deuxième cycle des études médicales. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'on voulait… Alors, c'est vrai que c'est difficile d'aborder l'enseignement médical parce que celui-ci, il dépend des facultés. En tous les cas, en France, il n'y a pas d'enseignement qui est standardisé. L'enseignement dépend des facultés et dépend évidemment de chaque individu, de chaque individualité. Donc, c'est difficile de pouvoir généraliser sur un contenu d'enseignement. Donc, on s'est dit, pour avoir quelque chose de national, de reproductible sur l'ensemble du territoire, on va prendre des sujets d'examen nationaux. Et donc, nous, dans notre cursus, on a, à la fin du deuxième cycle de nos études, c'est-à-dire à la fin de notre externat, on passe ce qu'on appelait avant l'internat, maintenant ça a d'autres noms, mais on va garder ce nom, on passe l'internat avant de devenir interne. Et donc, c'est un examen national, donc ça a l'avantage d'être le même pour tout le territoire français.
Et on va comparer, en fait, dans ces sujets d'examen nationaux, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait relever systématiquement les associations genre pathologie ou genre mode de vie qui sont présentées dans les sujets. Et on va comparer ces associations aux données épidémiologiques factuelles françaises. C'est-à-dire, est-ce qu'on présente plus facilement un infarctus du myocarde chez un homme, alors que normalement, est-ce que l'association homme-infarctus du myocarde est disproportionnée dans les sujets d'examen par rapport aux associations, à l'association épidémiologique factuelle du pays. Alors, la première chose, donc, on s'est dit qu'on allait faire ça sur 30 ans pour pouvoir analyser l'évolution de ces stéréotypes de genre, de ces associations au cours du temps. Mais c'est vrai qu'on se frotte à un écueil qui est que les modalités d'examen, elles ont changé sur ces 30 années et elles ont changé fréquemment. En tout cas, en France, ça change très fréquemment, trop fréquemment. Par exemple, entre 85 et 94, ce n'était que des QCM, donc on va dire des questions de cours. Et donc, il n'y avait pas forcément de notion de genre dans ces questions de cours. Dans les QCM, on n'a pas forcément, ce ne sont pas des dossiers cliniques, donc le genre n'est pas forcément relevé. Ensuite, entre 1995 et 2004, on avait un mix à la fois de QCM et de mini. Donc là, les mini-dossiers, on commence à voir apparaître de véritables situations cliniques avec forcément un genre identifié. Entre 2004 et 2014, c'est les ECN, l'examen classant national. Et là, ce sont que des dossiers cliniques rédactionnels, donc tous les sujets vont avoir un genre précisé. Et enfin, encore changement de modalité entre 2015 et 2019, on retrouve des QCM plus des dossiers progressifs. Donc, on n'a pas toujours des situations cliniques mentionnant le genre à chaque fois. Néanmoins, on a revu tous ces énoncés, donc lecture de 5776 énoncés. On a exclu quand même 5202 énoncés qui ne portaient pas de mention de sexe. Et donc, on a récupéré 574 énoncés avec mention de sexe. Sur ces 574, il y avait 49 dossiers de pédiatrie qu'on mettra tout de suite de côté, mais dans lesquels on peut relever quelque chose d'assez rigolo. C'est que dans des dossiers de pédiatrie, il y avait toujours la mention du parent accompagnant. Et donc, on avait dans 37% des cas les deux parents qui accompagnaient. Et puis, dans certains cas, il y avait un seul parent accompagnant. Et quand il y a un seul parent accompagnant, c'est toujours la mère. Et c'est jamais le papa tout seul qui accompagne l'enfant. Donc ça, c'était assez rigolo. Mais nous, on s'est restreint à l'étude des énoncés adultes. Et donc, on avait 281 énoncés qui intéressaient un patient homme et 242 énoncés qui intéressaient un patient femme. Tout d'abord, on a relevé les associations entre le genre et les habitudes de vie. Alors, les habitudes de vie, donc on a décrit par exemple, est-ce qu'on notait la pratique d'une activité sportive, les conduites à risque, que sont accidents de la voie publique, sexualité à risque et MST, alcoolisme, tabagisme. Et puis après, on s'est intéressé aux mentions sur l'emploi, et même sur l'emploi de catégorie supérieure. Et enfin, on a relevé ces notions qui sont assez intéressantes, d'inobservance ou de iatrogénie qui étaient relevés dans les dossiers. Ce qu'on note tout de suite, c'est qu'on voit que, par exemple, les sexualités à risque et MST sont franchement surreprésentées parmi les hommes, avec un ratio homme-femme de 9, tout comme l'alcoolisme chronique, avec un ratio homme-femme de 3,7. Tout comme le fait que l'emploi soit mentionné. Donc là, ça ressortait significatif, plus facilement mentionné chez l'homme, ou encore presque significatif, la pratique d'activités sportives. Alors qu'à l'inverse, ce qui était franchement associé au genre féminin, c'était l'inobservance, avec une différence significative importante. Donc, il y avait sur 15 cas, sur 15 dossiers où on notait une inobservance, il y en avait 12 qui intéressaient un sujet féminin, tout comme la iatrogénie. Et on voit en plus que ces ratios, quand on trouve des données épidémiologiques pour pouvoir comparer, ces ratios hommes-femmes étaient
déconnecté des données épidémiologiques. Et donc, on retiendra que quand même, dans nos dossiers, conduite à risque, pratique de sport, activité professionnelle, tout ça, ça reste associé au genre masculin, alors qu'à l'inverse, l'inobservance, comme par hasard, reste associée au genre féminin. Dans une deuxième partie, on s'est intéressé aux pathologies décrites et aux associations genre-pathologie, donc que ce soit la pathologie principale ou les pathologies associées dans chacun des dossiers. Alors, là, c'est vrai que ce tableau, il est difficile à lire comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, on a dû faire des choix, on a dû faire des regroupements de pathologies parce que le nombre de pathologies était trop faible dans certaines catégories. Donc, on a dû regrouper. Par exemple, les maladies vasculaires, on a associé l'AOMI, dissection aortique, anévrisme. On n'a pas pu individualiser chaque pathologie. On a regroupé également plusieurs pathologies endocriniennes, par exemple, où on a regroupé les fractures et les traumatismes post-chute mécanique. Enfin, on a dû faire des choix et regrouper certaines pathologies, et donc ça peut être discuté évidemment. Ce qu'on peut noter dans les constatations qu'on a faites, tout d'abord, c'est qu'en ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaire, on était assez étonnés finalement de ne pas voir de grandes différences entre la représentation des hommes et des femmes pour l'obésité, l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie. On aurait pu penser qu'on véhiculerait plus de stéréotypes de genre dans ces facteurs de risque. Par contre, il y a certains stéréotypes de genre qu'on peut mettre en évidence. Par exemple, ici, en ce qui concerne les fractures, on voit que les fractures ou les traumas qui suivent une chute mécanique, qu'on peut donc raisonnablement relier à un phénomène ostéoporotique, il reste franchement associé au sexe féminin, avec une différence significative, alors qu'à l'inverse, quand c'est une fracture qui est traumatique, post-AVP, post-accident de travail, dans ces cas-là, c'est toujours un homme. Donc ça revient à le sous-diagnostic de l'ostéoporose chez les hommes dont on a parlé précédemment. Autre particularité, les cancers. Cancer bronchopulmonaire, ORL, hépatodigestif, l'ensemble de ces sphères néoplasiques restent associées au sexe masculin de façon importante. Et alors là, excusez-moi, ça a ripé un peu donc je vais l'enlever. C'était pour montrer que, donc d'abord, je voulais aussi vous montrer, pardon, que le VIH, ici, les infections VIH, c'était toujours chez un homme, jamais chez une femme. C'est quand même assez étonnant. Les maladies cardiovasculaires restent aussi franchement surreprésentées parmi les hommes, 11 versus 1. Là, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était de façon assez étonnante, finalement, les dépressions, les maladies psychiatriques, alors qu'on aurait pu penser, et à tort, qu'elles seraient surreprésentées parmi les sexes féminins. Et bien, finalement, il y avait un bon équilibre entre les deux sexes. Mais il faut dire que dans cette catégorie, on a aggloméré à la fois les syndromes dépressifs, les maladies maniaco-dépressives, les suicides. Et par exemple, il est possible qu'il y ait plus de cas de suicide chez l'homme et que du coup, artificiellement, ça équilibre le ratio. Et ça vient au fait qu'on a dû faire des associations dans les pathologies présentes. Bon, donc globalement, ici, vous voyez, c'est une autre façon de représenter les choses pour vous dire qu'il reste quand même en bleu, évidemment, les maladies qui sont associées au sexe masculin, en rose, les maladies associées au sexe féminin. Ce que je n'avais pas dit, par exemple, c'est tout ce qui va être maladie auto-immune, c'est très largement surreprésenté parmi les sujets de sexe féminin. Donc, les maladies auto-immunes, ostéoporose, maladies thromboemboliques également, très, très fortement associées au genre féminin, alors qu'à l'inverse, les pathologies cardiovasculaires, tumorales, la BPCO et le VIH, genre masculin. Et puis, quand on étudie l'évolution de ces associations de genre au cours des années, donc puisqu'on avait une période de temps de 30 ans, on a pu voir comment ça a évolué. Alors là, c'était compliqué de faire plusieurs catégories. Donc, pour que ce soit à peu près
représentés dans les deux groupes, on s'est limité à diviser deux périodes, avant 2004 et après 2004. Donc ça aussi, c'est discutable. Mais on voit qu'il y a, par exemple, dans ce qui concerne les habitudes de vie, il y a certaines habitudes de vie dans lesquelles on voit une diminution du ratio homme-femme, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus associées au sexe féminin qu'avant. C'est malheureusement l'alcoolisme, mais c'est aussi la notion d'un emploi ou la pratique de sport, alors que le tabagisme, lui, le ratio homme-femme reste stable au cours des 30 dernières années, ce qui n'est pas forcément représentatif de la réalité épidémiologique. Et dans les pathologies, on pourra noter qu'il y a une diminution du ratio homme-femme en ce qui concerne la BPCO et l'AVC. Donc, il y a plus de femmes qui présentent ces pathologies dans les sujets d'examen, alors qu'à l'inverse, il y a une augmentation du ratio homme-femme en ce qui concerne l'ostéoporose et la maladie thromboembolique veineuse. Donc, finalement, en conclusion de cette étude, on peut dire qu'en effet, on a vraiment l'impression que l'enseignement de la médecine en France, mais évidemment, sous réserve que celle-ci est évaluée par le prisme des sujets d'examen nationaux, comporte des stéréotypes de genre, que ce soit dans la description des habitudes de vie, mais également de certaines pathologies, avec clairement des maladies masculines et des maladies féminines, et que quand même, on a plutôt une tendance à l'amélioration au cours des 30 dernières années. Évidemment, tout en gardant en tête les limites de cette étude, qui sont nombreuses, d'abord en se posant la question, est-ce que les sujets d'examen, c'est finalement un bon reflet de l'enseignement? Pas forcément. Un sujet d'examen, il est fait pour discriminer des élèves, il est fait pour représenter la moyenne. Et donc, ce n'est pas forcément, évidemment, l'enseignement, ce n'est pas bien représentatif de l'enseignement que l'on dispense, mais ça avait le mérite d'être national, donc homogène sur l'ensemble du territoire. Les limites, c'est que pour certaines pathologies, on avait une taille réduite de l'échantillon, donc pour les comparaisons statistiques, elles peuvent manquer de puissance. Et puis, ce qui a fait qu'on n'a pas pu stratifier selon l'âge des patients, et on sait que certaines pathologies sont très fortement liées à l'âge. Et puis enfin, l'interprétation du stéréotype de genre en lui-même est très subjective, c'est-à-dire que là, je ne vous l'ai pas montré, mais on a comparé nos ratios hommes-femmes aux données épidémiologiques objectives obtenues dans les dossiers, fournies par les instituts épidémiologiques français. Et on a dit qu'il y avait stéréotype de genre lorsque notre ratio homme-femme s'écartait du ratio homme-femme épidémiologique objectif. Mais à partir de quel décalage on peut dire qu'il y a un stéréotype? Ça, c'est vraiment une interprétation très subjective et que l'on peut discuter à l'infini. Alors enfin, les deux dernières diapositives pour discuter finalement ce stéréotype de genre. Est-ce que c'est un outil ou un ennemi dans l'enseignement médical? Puisque, donc on l'a vu et à plusieurs reprises, c'est quelque chose qui va amener à la systématisation, à l'exagération, qui va induire des automatismes et à l'extrême des biais de jugement parmi nos élèves, et donc peut mener aux erreurs médicales et à la discrimination. Mais à l'inverse, c'est aussi un moyen mémotechnique qui est pratique. Donc c'est quelque chose que l'on peut utiliser comme outil pédagogique. On peut l'utiliser si on l'utilise évidemment avec modération. Et donc, on peut se dire que même finalement, parce que pour éviter ces stéréotypes de genre, qu'est-ce qu'on a comme possibilité à l'extrême? C'est ce qu'on appelle le langage épicène, l'écriture inclusive ou l'utilisation de dossiers non genrés. Donc ça, c'est vraiment l'extrême. Mais est-ce que cela a une pertinence dans l'enseignement médical? Est-ce que s'exclure complètement du genre dans notre enseignement a une pertinence? Probablement non, en tous les cas, pas en médecine. Et donc, plus que de le nier, il faut le reconnaître, l'intégrer, mais le discuter avec nos étudiants. Et donc, quelles pistes cela mène aux pistes que l'on pourrait évoquer pour améliorer notre enseignement et pour tendre vers un enseignement plus inclusif, plus sensible au genre? Eh bien, la première étape, c'est évidemment de faire un état des lieux de notre enseignement et donc de questionner nos pratiques,
ce qu'ont fait déjà plusieurs équipes, hein, comme je vous ai montré, notamment par l'utilisation du questionnaire NGAM. Donc, c'est une bonne première étape pour mesurer la sensibilité au genre des étudiants. Et puis, il faudrait également mesurer la sensibilité au genre des enseignants. La deuxième étape, c'est la sensibilisation. La sensibilisation au genre, qu'elle soit apportée par les sociétés savantes dans chaque spécialité. Et on a vu que certaines spécialités ont déjà entamé le travail, les cardiologues, par exemple. Je vous ai présenté leurs travaux. Mais cette sensibilisation, elle doit venir également du ministère de la Santé et en France également du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette sensibilisation, il faut qu'elle passe par la création de groupes de travail et elle peut s'aider de moyens qui sont très utiles, qui sont les outils d'auto-évaluation, qui permettent de se rendre compte par soi-même de ce qu'on fait et si on le fait bien ou pas bien. Et puis, la troisième étape, c'est essayer de provoquer le changement. Et pour provoquer le changement, il faut intégrer cet enseignement du genre. Il faut intégrer ces questions du genre dans notre enseignement médical. Ça paraît indispensable, mais ça n'est pas le cas partout. En tous les cas, ça n'est pas le cas dans mon université. Pour terminer, je vous remercie de votre écoute. Je voudrais remercier ici ma collègue, Dr Florence Génie, qui ne fait pas la présentation avec moi, mais on a mené le travail ensemble. Donc, elle est pneumologue à l'hôpital Avicenne, Université Paris 13. Je voudrais remercier deux personnes qui ont impulsé ce travail, nous ont donné l'idée de prendre ce sujet à bras-le-corps, Dr Thomas Gilles et Dr Marina Alexandre, de l'hôpital Avicenne également. Remercier le docteur Patricia Lemarchand de Nantes, avec qui nous avons pu échanger sur le sujet. Docteur Alexandre Vallée, qui est en charge des analyses statistiques de notre étude. Et puis, mes professeurs et maîtres, professeur Louis-Jean Couder et professeur Antoine Magnan de l'hôpital Foch. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Salvatore. Vous avez fait une excellente conférence. Peut-être avant de lancer la discussion, si vous me permettez, j'aimerais peut-être faire quelques remarques, question d'aider les gens un peu à structurer des questions, parce que vous avez dit énormément de choses. Un premier commentaire, c'est à propos, c'est au tout début, lorsque vous avez fait mention du commentaire à propos de Simone de Beauvoir et puis d'Erasmus. Moi, je dirais maintenant qu'on est être humain et qu'on se construit au fur et au fil de nos contacts avec la société. Donc, ça revient un peu à dire ce que vous disiez. Dans tout ce que vous avez dit, j'aurais tendance à ramener ça sous deux grands concepts. Les biais de genre qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Et ça, je voudrais juste donner deux exemples. Le premier exemple, c'est l'image de Moulinex. Imaginez la même image, mais mettez le chaudron entre l'homme et la femme et mettez le Moulinex entre l'homme et la femme. Vous avez la même image, mais le biais va être totalement différent. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais inconscient pour moi. Et donc, ça, c'est important que les gens en prennent conscience. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est à propos, lorsque vous avez parlé de l'ostéoporose, naturellement, les questions de sexe et genre vont évoluer aussi au fil de l'accumulation des connaissances. Si on reparlait d'ostéoporose aujourd'hui, l'image que vous avez présentée serait probablement différente parce que maintenant, l'approche est plus d'utiliser la dihydroépiandrostérone comme approche thérapeutique plutôt que l'estradiol. Et donc, à ce moment-là, le biais genré va se rétablir un peu. L'autre commentaire que j'aimerais faire, vous avez dit ceci, les études cliniques obligatoires d'avoir les deux sexes, ça remonte à peu près à 15 ans. Moi, j'ai un petit peu de misère personnelle avec ça. Ce que je préfère faire ou ce que je préfère penser, c'est de sensibiliser. C'est-à-dire que, par exemple, quand quelqu'un soumet une demande de subvention ou quand quelqu'un soumet un travail, si les deux sexes n'ont pas été utilisés, pourquoi?
Est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce qu'il aurait dû prendre les deux sexes? Est-ce qu'il aurait dû tenir compte du genre? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? À la fois lorsqu'on présente un travail pour obtenir une subvention et aussi lorsqu'on présente un travail pour une publication. Donc, ça passe par la sensibilisation. Plus on va sensibiliser, plus ça va devenir une coutume, je dirais, pratique dans la façon de procéder et dans les façons de procéder et dans les façons de penser. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. La discussion est ouverte. Je vois que nous avons des amis, récurrents, parassiens de Saint-Denis à La Réunion. Je ne connais pas Mme Jamila Ouageni, mais si vous voulez poser des questions, vous ouvrez le micro et la parole est à vous. Étienne, est-ce que tu as un commentaire à faire? Ben, non, j'ai bien aimé votre présentation. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Je dois dire qu'au début, je me disais, se limiter aux examens, enfin, pour faire court, les examens, ce n'est pas l'enseignement, c'est l'évaluation de l'enseignement. Je me disais, ben là, il y a un biais sûrement important, mais je me suis dit aussitôt, comme tout le monde, j'ai préparé des questions d'examen, et quand on prépare les questions d'examen, on prépare des questions d'examen en fonction de nos stéréotypes, je dirais, réellement. Donc, ça me paraît tout à fait, finalement, ça me paraît tout à fait défendable et vos conclusions sont tout à fait intéressantes. L'autre remarque, c'est Yves qui m'y fait penser à l'instant. Dans ces biais, comment dire, il y a aussi d'autres biais que les biais de genre. Par exemple, pendant longtemps, vous le savez, les protocoles de thérapeutique pour l'asthme ont exclu les fumeurs. Alors que je ne saurais pas dire quel est le pourcentage homme-femme dans les protocoles asthme, j'en sais rien, mais tout ce que je sais, c'est qu'ils ont exclu les fumeurs, c'est-à-dire 30% des asthmatiques. Et après, on s'est aperçu, on s'est dit, ah, mais il y a des asthmatiques fument, etc. Donc, est-ce que il n'y a pas un mix finalement, à la fois des biais de genre et d'autres biais qui font que, enfin, autrement dit, est-ce qu'il faut s'intéresser véritablement seulement aux biais de genre ou est-ce qu'il faut faire un mix? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, oui, c'est vrai qu'il y a plein d'autres biais. Et finalement, maintenant, ce qu'on appelle, l'approche qu'on appelle l'approche non supervisée, elle, via les techniques d'intelligence artificielle, elle permet de s'abstraire au moins en partie de ces biais. C'est-à-dire, par exemple, on mélange tous les patients qui ont des maladies bronchiques, sans fumeurs, non-fumeurs, on ne se pose pas la question, puis on va essayer d'identifier des sous-groupes, et puis on verra à quoi ils correspondent ces sous-groupes. Donc ça, c'est une approche aussi un petit peu différente qui peut permettre de s'abstraire de ces biais conscients et inconscients. Mais c'est vrai qu'en effet, il y a d'autres biais que les biais liés au genre. Mais finalement, on a l'impression qu'on en prend conscience peut-être un petit peu après, que ça reste encore des choses sur lesquelles on a encore beaucoup à travailler. Et puis, ça dépend du pays aussi dans lequel on est. Il y a des pays où on est plus avancé sur le sujet que d'autres. Moi, je vous dis, en France, quand même, on est moins avancé que d'autres sur le sujet des biais de genre. Ça, c'est sûr. Mais quand même, on s'est amélioré. C'est vrai que dans notre étude, qui est une étude discutable sur le plan méthodologique de plein de façons, sur plein d'éléments différents, mais quand même, on voyait qu'il y avait une amélioration. Et par exemple, notamment l'ostéoporose, comme vous le disiez, on se rendait compte qu'il y avait une augmentation du ratio homme-femme, donc plus de cas d'ostéoporose chez l'homme au fur et à mesure du temps qui étaient proposés. Ça montre bien qu'en effet, grâce à l'amélioration des connaissances, à la sensibilisation sur le sujet, il y a une tendance à l'amélioration de ces biais de genre. Et
alors, vous disiez que vous aviez du mal sur les obligations, sur le fait qu'on statue sur l'obligation de représenter les deux genres dans les études cliniques, etc. Et que préférer sensibiliser. Mais c'est vrai que pour proposer cette sensibilisation, il faut y être sensibilisé soi-même. Et parfois, même dans les instances réglementaires, ça peut faire défaut. Donc, les gens qui vont évaluer les dossiers cliniques, enfin les propositions de recherche clinique, faudrait qu'eux-mêmes soient sensibilisés soient bien sensibilisés à ces questions pour qu'ils le recommandent chez les gens qui proposent leur essai clinique. Donc, c'est pour ça que parfois, l'obligation, même si elle pose certains problèmes éthiques ou certains problèmes organisationnels, parfois, ça peut permettre de lancer un processus et de permettre de faire bouger les choses. C'est pour ça, je pense que, en fait, chez nous, je ne sais pas chez vous si ça existe, mais chez nous ici, quelqu'un qui veut, excusez-moi, déposer un projet de recherche, qu'il soit clinique ou qu'il soit biomédical, avant même qu'on lui demande le titre, on va lui poser la question s'il a réfléchi aux questions de sexe et s'il a réfléchi aux questions de genre. C'est-à-dire que si masculin ou féminin, homme, femme, etc., influe sur sa question, influe sur son protocole, et la même chose pour le genre. Voilà, dans les appels d'offres européens, par exemple, les grands appels d'offres européens, Horizon, etc., là, on a été amené à répondre à certains appels d'offres et dans les consignes, il était clairement indiqué qu'il fallait qu'on discute ces questions de genre et de représentativité des genres dans notre dossier. Oui, puis d'ailleurs aussi, quand tu soumets maintenant, je pense à la très grande majorité des revues scientifiques, à tout le moins pour celles dans le domaine des sciences de la santé, dans ton protocole expérimental, il faut que tu définisses très, très, très bien ta cohorte, avec quoi tu as travaillé. Et s'il y a des ambiguïtés dans le processus de la révision par les pairs, on va te le demander. Puis, je veux juste faire un dernier commentaire sur les biais inconscients. Regardons l'image que nous avons ici. Le rose est féminin et le bleu est masculin. C'en est un biais inconscient, ça. Oui, c'est fait pour illustrer le sujet. Donc, non, mais je ne le dis pas. Non, mais je ne le dis pas pour vous, mais je le dis dans le contexte. Parce que on en fait tous des biais. Oui. On en fait tous, mais je pense que comment je peux dire? Donc, je pense que le progrès à réaliser, c'est d'en prendre de plus en plus conscience. Oui, c'est la première étape, vraiment. C'est ça, exactement. C'est pratique. Voilà. C'est la première étape qui va permettre d'ouvrir vers le progrès. Exact. Est-ce que les gens ont des questions? Je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc elle sera disponible pour écoute en différé sur notre chaîne YouTube. Ça ne pose pas de souci. Étienne, est-ce que tu veux y aller avec le mot de la fin? Oui, ben, écoutez, moi, je vous remercie parce que je crois que le mot important en conclusion, c'est le mot sensibilisation. Parce qu'effectivement, vous avez parlé des protocoles de recherche où il y a certaines règles, certaines directives concernant le genre, mais c'est aussi une sensibilisation, c'est-à-dire que dans notre pratique, notre enseignement, on doit y penser régulièrement. C'est ça qui me paraît important. Et là, je crois que vous avez un rôle important à jouer. Parce que je dois dire que quand vous avez proposé avec Louis-Jean Couveder ce sujet, ça ne m'a pas paru évident, si je puis dire. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On dit, ah, mais en pneumologie, il n'y a pas de problème, je ne vois pas le problème. Hein, on a déjà dû vous faire cette réflexion. Et je crois que vraiment, la sensibilisation, ça me paraît extrêmement important. Alors, merci beaucoup. Donc, je voudrais simplement vous donner la date de la prochaine conférence. Il n'y en aura pas la semaine prochaine. Il n'y en aura pas non plus d'ici fin mai. Et la prochaine conférence, c'est dans 4 semaines. Ce sera le jeudi 9 juin.
ce sera le professeur Louis-Philippe Boulet et qui nous fera le bilan du GINA, de la dernière version du GINA. Vous savez que Louis-Philippe Boulet est responsable de la commission GINA, enfin du groupe GINA, je ne sais pas très bien comment on l'appelle d'ailleurs, et il nous fera donc une synthèse de tout cela le jeudi 9 juin, même heure. Voilà. Eh bien, Hélène Salvatore, un grand merci pour votre présentation. Je voulais vous remercier également de m'avoir invité et j'ai été écoutez, très honorée ça a été un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir et quand il y a des retours, on va vous les communiquer parce qu'il y aura peut-être des réactions. Parce qu'il y a quand même un aspect culturel dans tout cela aussi. Or là, on est dans un monde assez large. Et, oui. L'aspect culturel est fondamental parce que le rapport à la vie est suivant la culture. Donc, tes réactions, tes façons de présenter les cas, etc., d'en discuter avec le patient, c'est fondamental. Oui, et du coup, sur ce sujet, je m'excuse d'avoir été un peu franco-française. Hein, mais voilà, c'est vrai que c'est très lié à la culture de chacun des pays. Et donc, voilà, les choses peuvent être discutées. Ça peut être discuté, effectivement. Il peut y avoir des problèmes culturels spécifiques à certains pays, mais le culturel, c'est aussi le singulier dans l'universel. Donc, c'est ce que vous avez essayé de traiter. Merci beaucoup. Merci voilà, et bonne soirée à tout le monde. Au revoir, merci. Merci, au revoir.